بحاجة إلى حكومة مسؤولة وفاعلة. في عندنا 25 آذار بعتبره خط أحمر. نحن ما حدا يلعب معنا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Face à l'insécurité grandissante, l'Alliance du 14 mars ne va plus dévoiler le lieu de ses réunions. Plusieurs personnalités politiques et médiatiques de la coalition ont récemment été la cible de menaces. Le Saoudien Majed El-Majed emporte ses secrets dans sa tombe. Les services de renseignement de l'armée libanaise n'ont pas pu interroger le chef des brigades Abdallah Azzam pendant sa détention. Les forces irakiennes se préparent à lancer un assaut majeur pour reprendre la ville de Falloujah, tombée entre les mains d'Al-Qaïda. Bagdad assure vouloir écraser les terroristes. Et à suivre également dans ce journal, John Kerry quitte le Moyen-Orient après 4 jours de discussions intensives, mais sans avoir réussi à rallier Israéliens et Palestiniens. L'Alliance du 14 mars ne va plus dévoiler le lieu de ses réunions face aux menaces sécuritaires grandissantes contre ses membres. C'est l'annonce faite ce lundi par le secrétariat général de la coalition qui a précisé avoir suspendu ses réunions dans ses locaux d'Ashrafiyeh en raison de la situation sécuritaire dangereuse. Les réunions politiques se tiendront désormais dans un lieu secret et dans un endroit différent à chaque fois. Le 14 mars précise toutefois que ces locaux resteront ouverts, mais uniquement pour la gestion des affaires administratives. Dans les 10 jours qui ont suivi l'assassinat de l'ancien ministre Mohamed Shattah, plusieurs personnalités politiques et médiatiques critiques envers le régime syrien et son allié le Hezbollah ont été menacées de mort. Il s'agit surtout de coups de fil ou de textos anonymes. Les députés Setfida Jaja et Ahmed Fatfat ou encore les journalistes Meishidja et Nadim Etesh sont notamment concernés. Et puis l'ancien ministre des Affaires sociales Salim El-Saïr s'est justement exprimé sur la question au micro de mon collègue Serge Berberi. Pour lui, il s'agit de terrorisme manipulé par des États. On l'écoute. Dans le cas libanais, c'était au départ pour interdire la justice internationale, donc le tribunal international dans l'assassinat du Premier ministre Hariri. Et aujourd'hui, il semble que ce terrorisme frappe de nouveau pour semer la discorde au Liban d'un côté et d'un autre côté pour réduire l'État libanais à un pseudo-État qui peut être finalement asservi sur la table des négociations à venir, non pas seulement pour l'avenir de la Syrie, mais aussi pour l'avenir de tout le Proche-Orient. Les derniers attentats, beaucoup de voix se sont élevées pour accuser directement le Hezbollah d'être responsable de ces attaques, directement ou indirectement. Soutenez-vous ces hypothèses? Il y a 2 niveaux d'analyse. Le premier niveau d'analyse établit la responsabilité morale et politique de Hezbollah, du fait de son implication, de son ingérence dans les affaires intérieures de la Syrie. Eh bien, le Hezbollah a créé au Liban le climat propice à l'intervention des Syriens et d'autres, n'est-ce pas, dans les affaires intérieures libanaises. Ce qui fait que la place libanaise est devenue unifiée avec la place syrienne, c'est devenu le même espace stratégique, le même espace sécuritaire, le même espace politique, nonobstant les demandes formulées dans la déclaration de Baabda, dans son article 12, qui stipule qu'il faudrait neutraliser le Liban. Le terme neutraliser est utilisé de toute implication ou de toute ingérence dans les affaires syriennes. Le deuxième niveau d'analyse est beaucoup plus judiciaire. Et à ce moment-là, nous considérons qu'il faut laisser la place à la justice. Il y a un tribunal international spécial pour le Liban. Il faudrait que l'affaire Shattah soit présentée à ce tribunal. La justice sera faite en fin de compte. Moi, je crois qu'il faudrait garder la tête froide, qu'il faudrait en aucun cas lancer en ce moment des accusations à l'égard de Hezbollah sur le plan des crimes qui sont faits, c'est des crimes de terrorisme, et ainsi essayer de faire une certaine transcendance de la situation actuelle. Il faut beaucoup de force.
allait porter l'aide matérielle en hommes et en matériel militaire, équipement militaire, au régime syrien, le déclarer politiquement, s'associer avec le régime syrien de cette façon-là, je crois que là est une violation non pas simplement de la déclaration de Baabda, mais aussi du principe du Liban pays message, du principe de l'entente nationale libanaise, et porte atteinte à la coexistence qui devrait régner entre Libanais. Apporter des vivres au peuple syrien, c'est une exigence des droits de l'homme. Aider les déplacés syriens, c'est un impératif au nom de la solidarité entre les peuples, mais aller donner des armes et aller envoyer des hommes de façon organisée en ouvrant la frontière entre le Liban et la Syrie, eh bien c'est quelque chose qui est inacceptable. Et le Hezbollah lui-même le sait. Et l'on sait qu'il y a beaucoup de débats dans la rue chiite, entre Libanais, au sein même du Hezbollah, sur la légitimité de cette implication, mais c'est une affaire, maintenant, à mon sens, qui est dépassée. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de dire que toute utilisation de la violence armée par des groupes qui se disent salafistes, djihadistes, takfiristes, est une utilisation qui est une utilisation de la terreur pour des objectifs politiques. Participerez-vous à un gouvernement éventuellement où le Hezbollah serait dans la formule? Est-ce que votre camp notamment participera? Nous sommes pour qu'il y ait une feuille de route. Une feuille de route qui aboutirait à la formation d'un gouvernement d'union nationale ou de consensus dans lequel le Hezbollah aura sa place entière. Quels sont les éléments de cette feuille de route? Au regard des blocages qui existent aujourd'hui dans le pays, je crois que la feuille de route devrait inclure quelque part une déclaration, un pas à faire par le Hezbollah pour rassurer les Libanais finalement. Nous sommes en pleine négociation. Il y a un bras de fer qui s'est engagé au Liban entre un gouvernement contrôlé par le Hezbollah, parce que si le Hezbollah a le tiers de blocage, c'est-à-dire c'est un gouvernement contrôlé par le Hezbollah, et un gouvernement apolitique duquel sera donc exclu le Hezbollah, entre ces deux positions, il y a une marge, il y a un travail à faire. La conjoncture internationale, les pressions locales, l'évolution en Syrie, je crois, vont créer une fenêtre d'opportunité intéressante pour la formation d'un gouvernement de consensus. Ce gouvernement de consensus aura essentiellement comme objectif de gérer les échéances libanaises à venir, c'est-à-dire notamment l'élection présidentielle. Donc l'effectivité devrait être mesurée au regard de cet objectif-là. Si nous réussissons à avoir un gouvernement qui assurera la transition de la situation actuelle jusqu'à l'après-élection présidentielle, ça sera à ce moment-là un gouvernement effectif. Le Saoudien Majed El-Majed emporte ses secrets dans sa tombe. Le chef des brigades, Abdallah Azzam, un groupe islamiste lié à Al-Qaïda, est mort en détention samedi dernier après avoir été arrêté par les services de renseignement de l'armée le 26 décembre. Il souffrait d'une maladie rénale selon une source judiciaire. Le ministre sortant des Affaires étrangères estime que la mort de Majed représente un coup dur pour la justice. Selon Adnan Mansour, l'islamiste a emporté tous les plans qu'il comptait exécuter au Liban et à l'étranger. Des renseignements importants ont disparu avec lui. Le procureur général près la Cour de cassation a pour sa part affirmé que les services de renseignement n'ont pas pu interroger le Saoudien parce qu'il était dans le coma pendant toute la durée de sa détention. C'est son groupe qui avait revendiqué le double attentat contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth. C'était en novembre dernier. Dans un instant, nous vous dirons quel dictateur le basketteur Dennis Rodman dit adorer. C'est en fin de journal.
Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Tout de suite le point sur la situation en Syrie. L'État islamique d'Irak et au Levant, un groupe lié à Al-Qaïda s'est retiré de certains secteurs stratégiques du nord du pays, près de la frontière turque. Un mouvement qui intervient alors qu'il a été la cible d'attaques d'autres brigades islamistes. Le IEL est aussi dans le viseur de l'armée syrienne libre, soutenue par les Occidentaux, qui craignent son influence sur le futur pouvoir syrien. C'est une véritable guerre dans la guerre qui se déroule depuis des mois. Objectif, mettre la main sur la région clé près de la Turquie où se concentre l'approvisionnement des rebelles pour renverser le régime de Bachar el-Assad. Et c'est dans ce contexte que la coalition nationale syrienne a réélu hier à sa tête Ahmed Jarba lors de sa réunion à Istanbul. La coalition doit décider ce lundi si elle participera ou non à la conférence de paix de Genève 2 qui est prévue le 22 janvier en Suisse, conférence dont la tenue paraît de plus en plus incertaine. L'État islamique d'Irak et du Levant est également très actif dans l'ouest de l'Irak. Le Premier ministre irakien a d'ailleurs appelé les habitants de Falloujah à aider l'armée et à en chasser les terroristes. Les autorités ont perdu le contrôle de la ville la semaine dernière. Falloujah et des quartiers de la ville voisine de Ramadi ont été le théâtre de violents combats ces derniers jours. Combats qui ont fait au moins 200 morts. Nouri al-Maliki a déclaré que pour éviter les combats dans la ville, les habitants et les chefs de tribus doivent en chasser les insurgés. L'armée iranienne a par ailleurs proposé son aide à l'Irak pour combattre ses militants. C'est la première fois que des hommes armés prennent le contrôle de zones urbaines depuis la chute de Saddam Hussein et l'invasion américaine de 2003. La 10e visite de John Kerry au Proche-Orient s'achève sans percée majeure dans le processus de paix. Le secrétaire d'État américain a quitté la région après 4 jours de discussions intensives, mais sans avoir réussi à convaincre Israël et les Palestiniens de se rallier à son plan de paix. Il a proposé un projet d'accord cadre qui trace les grandes lignes d'un règlement définitif sur notamment les frontières, la sécurité, le statut de Jérusalem-Est et le sort des réfugiés palestiniens. Mais le diplomate continue de se heurter aux positions jusqu'à présent irréconciliables des deux camps. L'état de santé d'Ariel Sharon s'est encore dégradé ce lundi. Âgé de 85 ans, l'ancien Premier ministre israélien est toujours en danger de mort imminente, selon l'hôpital où il est soigné à Tel Aviv. Il n'a pas repris conscience depuis une attaque cérébrale le 4 janvier 2006. Malgré une stabilisation de ses fonctions cardiaques, la détérioration des autres fonctions vitales, comme les reins, les poumons et le foie, se poursuit. Des funérailles nationales sont en préparation. En bref, dans le reste de l'actualité de ce lundi, Angela Merkel est tombée et s'est fêlé le bassin alors qu'elle faisait du ski de fond dans la région d'Engadine, dans le sud de la Suisse. La chancelière allemande a subi un choc important. Selon son porte-parole, elle doit rester le plus longtemps possible allongée et utiliser une assistance pour marcher. Si elle a dû annuler plusieurs rendez-vous prévus cette semaine, Angela Merkel dirigera malgré tout le Conseil des ministres prévu mercredi. Une bousculade dans une mosquée du nord de la Chine a fait 14 morts, dont plusieurs enfants. L'incident a également fait une dizaine de blessés, dont 4 dans un état critique. Il s'est produit lors d'une cérémonie pour commémorer la mort d'un dignitaire religieux. Selon des témoins, la bousculade a eu lieu pendant une distribution de vivres pour marquer la cérémonie d'hommage. Une enquête a été ouverte. Et puis le basketteur américain Dennis Rodman entame sa 4e visite en Corée du Nord. Il est accompagné de plusieurs autres joueurs retraités de la NBA et doit participer mercredi à un match de gala pour l'anniversaire de Kim Jong-un. Dennis Rodman a tissé des liens personnels avec le dictateur nord-coréen, réputé être un grand passionné de basket et plus particulièrement des Chicago Bulls. Il a d'ailleurs réaffirmé son amitié pour Kim Jong-un qu'il a promis de ne pas importuner en abordant le sujet de la répression en Corée du Nord. Une quarantaine de baleines pilotes a trouvé la mort sur une plage de Nouvelle-Zélande où elles se sont échouées volontairement. Ces baleines, appelées aussi globicéphales, s'échouent souvent de façon volontaire, un comportement que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer clairement. Les baleines ont été repérées au moment de leur approche vers la plage de Golden Bay dans le sud du pays. Mais les rangeurs néo-zélandais n'ont pas été en mesure de les empêcher de s'échouer. 12 sont mortes naturellement et les autres ont été abattues, faute de pouvoir être remises à l'eau. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Face à l'insécurité grandissante, l'Alliance du 14 mars ne va plus dévoiler le lieu de ses réunions. Plusieurs personnalités politiques et médiatiques de la coalition ont récemment été la cible de menaces. Le Saoudien Majed El-Majed emporte ses secrets dans sa tombe. Les services de renseignement de l'armée libanaise n'ont pas pu interroger le chef des brigades Abdallah Azzam pendant sa détention. Les forces irakiennes se préparent à lancer un assaut majeur pour reprendre la ville de Falloujah, tombée entre les mains d'Al-Qaïda. Bagdad assure vouloir écraser les terroristes.
Et puis John Kerry quitte le Moyen-Orient après 4 jours de discussions intensives, mais sans avoir réussi à rallier Israéliens et Palestiniens. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne ou sur notre site web en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. نحن بحاجة إلى حكومة مسؤولة وفاعلة. في عندنا 25 أذار بعتبره خط أحمر. نحن ما حدا يلعب معنا.